traumatique. J'ai fait 10 ans dans les finances et après 10 ans dans les RH. Donc si on essaie de comprendre un humain, comment ça fonctionne d'une manière, on dira succinct général. Donc en tout premier, on est notre individualité, notre personnalité, on dira, elle est faite de notre moi profond, on dira notre âme. Et là-dessus, on va mettre la génétique et ensuite l'éducation ou l'environnement. Et puis cet environnement, il va aussi nous aider, enfin nous amener à aller dans une direction ou une autre. Si je prends mon exemple, moi, je suis été éduquée de parents allemands. Donc j'ai quand même cette génétique germanique, donc ça m'amène assez d'être un peu carré, on dira. Mais il n'y a pas que ça. Mes parents, eux, ils ont quitté leur nid familial respectif à l'âge de 21 ans, mais séparément. Donc eux, ils sont arrivés en Suisse dans les fins des années 50. Donc on voit déjà par rapport à un pays à un autre, il y a une différence. Ma maman, elle a pu quitter l'Allemagne à 21 ans, dans les années 50, alors qu'ici en Suisse, une femme pouvait seulement partir, voyager, à partir de 1971. Jusqu'à là, elle n'avait pas sa propre carte d'identité. Donc on voit déjà que là, on a vraiment un gap intéressant. Comme je parlais aussi de l'âme, à un moment donné, j'ai eu une opération à cœur ouvert. Et là, j'ai fait une NDE, c'est une mort imminente. Et puis là, c'est le cœur qui arrête à un moment de se battre. Et puis, on dirait notre âme, elle peut naviguer ou faire quelque chose. Et moi, c'est à ce moment-là que je me suis profondément connectée avec l'âme de l'humanité. Et depuis là, je me sens proche de l'humanité. C'est ça qui m'a aussi amené finalement à prendre certaines directions. Mais toujours avec cette histoire d'âme, c'est d'être authentique, sans les émotions positives ou négatives, sans l'émotionnel. Donc là aussi, on reste assez carré, parce qu'on ne va pas aller dans le gris. On va rester quand même assez carré. Et puis, dans la vie, je pense que chez vous peut-être aussi, à un moment donné dans notre vie, on a des opportunités qu'on peut prendre ou pas. Et moi, c'est mon cœur qui m'a rappelé mon chemin de vie. Et puis, comme j'ai assez carré, on est aussi dans le mental. Et puis, parfois, on se dit que c'est pas concret, c'est pas parlant. On laisse passer, on laisse passer, on laisse passer, jusque parce qu'on est vraiment, quand on est dans ce mental, on a l'impression qu'on vit que dans la tête. Le corps, il suit, mais on ne s'en occupe pas. Pour que vraiment que je comprenne le message, j'ai eu une maladie assez grave, importante, qui avait touché tous mes organes vitaux. Ça s'appelle une sarcoïdose, et puis j'avais des enfants à bas âge, donc à un moment donné, déjà que j'étais arrêtée, et je me suis quand même posé la question, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est là que j'ai commencé à comprendre l'histoire des mémoires qu'on porte en nous. C'est comme les mémoires d'un ordinateur, parfois il faut les reformater, il faut les ajuster, il faut les reprogrammer. Et puis là, j'ai quand même compris passablement de choses. Mais j'ai aussi compris que je peux tout à fait rester dans un monde rationnel, mais que je devais rajouter l'humain. Et là, j'ai une opportunité qui s'est posée parce que je travaille maintenant depuis 25 ans, que j'avais commencé dans les finances. Une porte s'est ouverte pour mettre en place un service RH. Donc, du coup, j'ai pris cette opportunité et c'est comme ça que je suis vraiment rentrée dans le service RH et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc, j'ai pu utiliser aussi toute cette sensibilité au niveau de l'humain et toute la structure au niveau de mon côté germanique, on dira. Et c'est comme ça que j'ai un tout petit peu développé mon parcours. Je me sens tout à fait concernée, tant par la santé mentale que financière des collaboratrices et des collaborateurs. Mais en tant que collègue, je sais qu'une entreprise est une organisation sociale. Bien que le management et le leadership ont une implication directe dans le bien-être individuel, au niveau collectif, ce sont les assurances sociales qui sont le socle de cette organisation. Organisation dans laquelle des liens se créent et même parfois des couples se forment. Que j'ai vécu, que ça se passe encore aujourd'hui, j'imagine. Et puis, je vais vous parler de notre culture transgénérationnelle. Parce qu'il est autant important de se comprendre que comprendre nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous, pour qu'on en est là aujourd'hui. Et puis aussi, on doit un petit peu composer avec les plus jeunes. Donc là aussi, on va essayer un petit peu de les comprendre. Et c'est ça qui fait qu'un RH, quand il comprend tout ça, il va pouvoir aussi un petit peu naviguer avec tous ces changements qu'on est en train de vivre actuellement. Pour
pourquoi on parle de génération? Pourquoi est-ce qu'on met un peu les gens dans des box, des petits cartons? Simplement, c'est que donc une génération, c'était considéré que c'est 25 ans, 30 ans, mais une génération, elle est composée de l'économie, de la politique, de l'industrie et la société. C'est pour ça ça a été pris cette idée de 25-30 ans, parce que chaque fois, un peu dans ce cas de figure, ça change. Donc il y a soit l'économie qui change, soit la politique qui change. Donc il y a quand même passablement d'évolution quand on regarde un petit peu depuis là jusqu'à aujourd'hui. Et puis donc cette génération grandiose et ceux d'avant, eh bien, après la Première Guerre mondiale, ils étaient en souffrance économique et sociale. Et c'est là que déjà des revendications ont été faites au gouvernement. Et finalement, comme ils n'ont pas été vraiment entendus, donc il y a eu la grève générale de 1918, qui était quand même un moment stratégique et important aussi pour nous aujourd'hui. En fait, c'était là que ça a commencé les premières revendications par rapport au débarrage du premier pilier, l'AVS et l'assurance invalidité. Mais il faudra attendre jusqu'en 1948 pour que le système AVS soit totalement mis en application. Donc on voit quelque part qu'aujourd'hui, tout est plus ou moins, on considère ça comme une normalité. Mais si on regarde un petit peu l'histoire, rien n'est normal et puis rien n'est, on dira, acquis. Donc ça, j'ai trouvé hyper intéressant. Donc le fait, donc cette génération, ils ont continué à se battre parce que d'œuvrer, de discutailler et puis de pouvoir mettre pour nous, pour que les choses elles évoluent. Est arrivée la génération silencieuse. Celle-là, elle est arrivée après la Deuxième Guerre mondiale. Et eux, ils étaient silencieux politiques. Parce que bon, c'est clair qu'après une guerre, mais par contre, ils étaient très présents au niveau de la reconstruction économique. Mes parents qui étaient arrivés en fin des années 50, dans les années 70, ils ont construit un garage. Donc ils sont venus avec un sac à dos. Donc il faut dire que c'était une génération qui a été quand même travailleuse pour remettre tout ça en route. Et eux, ils ont aussi continué à œuvrer pour ce premier pilier. Et c'est pour ça qu'est arrivé en 1960 l'assurance invalidité, enfin de 1918. Et finalement, en 1976, l'assurance chômage telle qu'on le connaît aujourd'hui. J'ai beaucoup cherché par rapport à la Suisse quand même plutôt que par rapport à l'Europe. Bien que moi, j'ai un petit peu un caractère un peu différencié, le fait que mes parents, c'est aussi ça, comme je disais, on est aussi influencés. J'ai grandi dans le Valais central, mais en même temps, j'ai des parents qui étaient allemands, qui avaient quand même une autre culture de base. Donc c'était aussi, on est un peu stimulé. Et puis que mon père, il n'a pas tellement eu froid aux yeux pour construire le garage qu'il a construit à ce moment-là. Donc ça a aussi une influence. Et puis, qu'elle arrive finalement la génération des baby-boomers. Les baby-boomers, on dira que le premier pilier était pratiquement construit, le système social était vraiment bien en place. Mais il manquait juste encore la LA. Donc l'assurance accident professionnel obligatoire est arrivée en 1981. Comme quoi, c'est pas vieux tout ça. Et donc, eux, ils ont quand même aussi continué à œuvrer. C'était quand même le moment de l'innovation de la vie, quoi. En fait, à quelque part, c'était quand même chouette, ce moment-là. Et puis, donc, il y avait quand même un petit peu déjà, on dira, l'ordinateur qui pointait timidement son nez, le chauffage à distance aussi, parce que je viens d'une usine, donc ça m'a quand même un petit peu intéressé. Et puis, après, ils se sont dit, bon, maintenant, il faut qu'on complète ce système d'AVS. Donc, il nous faut le deuxième pilier, la LPP. Et puis, donc, ils ont œuvré pour mettre en place ce deuxième pilier. Ils ont commencé en années 70, mais en 1985, ce deuxième pilier a enfin pu voir le jour et être mis en application. Les baby-boomers ont commencé à cotiser en 1985, dès que c'était en application, et toutes les générations suivantes, dès qu'ils sont arrivés sur le marché du travail. Donc là, c'était déjà aussi quelque chose qui est presque normal, puisqu'on parle beaucoup de ça aujourd'hui. Mais en fait, c'était pas assez simple pour qu'on puisse en profiter aujourd'hui. Et les cotisations, ce sont nos bonifications, qui sont importantes, ces bonifications. Mais ce sont les intérêts qui consolident le patrimoine individuel. C'était aussi un petit peu le sujet. Je voulais quand même un petit peu mettre l'historique de ces intérêts. De 1985 à 2002, ces intérêts minimum obligatoires étaient de 4%. Et de 2003, ils ont progressivement diminué pour arriver à ces 1,25% aujourd'hui qui nous laissent quand même un petit goût amer.
Mais seulement la gestion de la caisse de pension, on peut être vraiment nettement supérieur à ces 1,25%. Et c'est aussi pour ça que c'est important que les RH ont cette sensibilité. Moi, que je viens du côté quand même financier à la base, ça me touche aussi le futur des collaborateurs et des collaboratrices. De ne pas les laisser partir à la retraite dans une situation difficile. Par rapport à ces intérêts, je trouve quand même que c'est quand même pas rien de dire qu'on part de 4 et puis on arrive à 1,25. Hein. Et arrive la génération X. La génération X, ils ont besoin d'autonomie, de valorisation, de reconnaissance, d'avoir des entreprises aussi qui proposent des performances. On dit souvent que cette génération, elle a passé toute sa carrière plus ou moins dans la même entreprise. Mais pour que ça se fasse, il fallait quand même que l'entreprise, elle tienne ses engagements. Et c'est à ce moment, à cette condition que les gens y restaient longtemps. C'est aussi pour ça que je suis maintenant si longtemps dans la même entreprise. En parlant de ces générations, de ces classes de génération, comme j'ai expliqué avant, il y a quand même quelque chose qui les influence. Mais en même temps, quelqu'un comme moi, qui était en 1965 au milieu de 2 générations, ça veut dire que j'ai la culture des 2 générations. Les baby-boomers, où c'est que j'ai connu la machine à écrire, hein, j'ai fait l'apprentissage sur la machine à écrire, j'ai connu aussi le téléphone au mur, j'ai aussi une fois loupé un rencard parce que j'ai dû consoler une amie, et j'étais dans tous mes états, mais comme aujourd'hui on a le smartphone. Mais c'est les mêmes problèmes, il m'a laissé en vue. Donc à quelque part, quand j'entends aussi ça des jeunes me dire mais c'était une catastrophe, donc que ce soit les apprentis ou bien les enfants, c'est vraiment, ils sont toujours autant impactés par ce genre de situation. Après, à l'autre côté, c'était avec la génération X. C'était les années 80. C'était quand même aussi chouette. Donc, je suis partie de Ville-Vallée Centrale jusque sur Lausanne pour aussi bénéficier un petit peu de toute l'évolution qu'on avait, parce que l'informatique arrivait dans les grandes entreprises. Et là, je me suis dit, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, moi, je veux vraiment travailler pour l'entreprise qui a ce jouet. Et puis, c'est là que j'ai commencé chez AXA UAP, dans le système, dans le service financier. Et c'est là que j'ai pu vraiment œuvrer avec tout ce qui était lié à l'informatique, les sauvegardes, les mises en route le matin, qu'il fallait tout le matin. Pour tous les 5 étages, c'était les finances qui le mettaient en route. Et le soir, il fallait se contrôler que tout le monde était sorti de l'ordinateur pour pouvoir éteindre le système. Donc on voit que ça a vraiment bien évolué. Et puis, mais par contre, j'étais aussi de cette multiculturelle génération, j'étais aussi une enfant. Donc mes parents, les silencieux, c'est clair que c'était aussi très compliqué. Je veux dire qu'à quelque part, chaque fois qu'il y a eu un peu ce gap de génération, on a tout le temps souffert, la génération d'avant a toujours souffert avec la génération suivante. Donc j'ai 2 enfants millennials qu'il faut aussi composer avec moi. Mes parents ont dû composer avec moi j'ai dû composer aussi maintenant un petit peu avec eux. Alors c'est une génération qui a grandi avec la digitalisation, l'accélération, la quête d'équilibre et de sens. Ils sont arrivés sur le marché du travail autour de 2002 et 2005, et à ce moment-là, c'est la charge mentale liée au burn-out qui devient visible. Et c'est plus ou moins là autour qu'on a commencé à faire ce lien entre la santé mentale et la santé financière, et qu'on a commencé à mettre en place des avantages sociaux, humains, et des reconnaissances financières. Alors, ces avantages sociaux, c'est les semaines de vacances supplémentaires, c'est les horaires annualisés, la flexibilité de travail, le télétravail, les ponts. Après, il y a aussi beaucoup de sorties d'entreprise, de sorties de services, de motivation intercollègues. Bon, la soirée annuelle était déjà, mais par contre, maintenant, on fait encore des journées du personnel. Donc, on en fait énormément de choses pour que les gens se sentent vraiment bien impliqués, puis qu'ils ont des avantages. Comme nous, on donne encore aussi des EPI privés, c'est-à-dire pour des matériels de protection privée pour, quand ils font du sport, pour être sûr qu'ils reviennent au travail le lendemain. Donc, des phases de recrutement. Donc, je parle, bien entendu, de la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Donc il faut quand même, c'est nouveau, ces 3 ingrédients. Et c'est que quand on a quand même toutes ces discussions pour convaincre aussi la personne qu'on est humain, mais c'est quand j'explique vraiment l'intérêt de l'entreprise d'assurer l'avenir financier des collègues, que ça valide vraiment notre côté humain. Et cet avenir financier au travers de la LPP.
c'est pour ça que j'ai mis un petit peu les taux. Il faut quand même, voilà. Là, ce sont des taux progressifs, que nous, on n'a plus ces taux progressifs. On a des taux linéaires et on s'est rendu compte que quand on est plus jeune, ben, c'est même un plus intéressant, ces taux linéaires que progressifs. Bon, on a deux sortes. Les anciens sont encore caisses progressifs. Puis les plus jeunes, ils sont linéaires. Alors, c'est clair que quand on parle de ces taux, on voit à nouveau que c'est des taux minimum obligatoires. Et quand on augmente ces taux obligatoires, on arrive dans une part surobligatoire. Et on peut aussi diminuer le montant des 46 460 qui est la part AVS, ou bien alors diminuer, supprimer le plafond. Et là aussi, on aura une part surobligatoire. Et bien qu'on a quand même un cadre légal avec la LPP, on voit quand même qu'on a une certaine marge de manœuvre. Et durant la phase de recrutement, quand on a la négociation salariale, eh bien, je parle beaucoup aussi, je fais quand même une feuille où c'est que c'est vraiment posé sur papier, le gain qu'ils vont avoir, les bonifications, l'épargne qu'ils auront en fin de chaque année. La part employé-employeur, mensuelle, annuelle. Et en mettant aussi ça bien en avant, ils commencent aussi à prendre conscience, les plus jeunes et les plus âgés sont aussi reconnaissants de ce qu'on va leur amener. Donc ça, c'est une négociation aussi avec le salaire. Comme ça, on a quand même une certaine marge de manœuvre. Et on arrive à la génération Z. Bon, la génération Z, ben voilà, elle est arrivée sur le marché autour de 2020, et ceci en même temps que l'émergence de la crise sanitaire Covid-19, ce qui a amené une santé mentale quand même plus fragile face aux événements instables. Et comme ils ont eu quand même toute technologie, c'est vrai que parfois, on a quand même un petit peu des difficultés. Ils sont un petit peu, avec tous ces réseaux sociaux et tout ça, ils sont quand même un petit peu, ils sont infantilisés par rapport à ce système-là. Donc, c'est clair que c'est à nous aussi de les amener à la motivation. Mais eux, ils cherchent un travail utile qui est dynamique, qui est intéressant. Et là, on peut nouveau, on a des jeunes qui sont à fond. Donc, c'est vraiment de trouver une nouvelle dynamique dans nos entreprises. Ils ont besoin qu'ils soient aussi évolutifs et puis dans un cadre respectueux et avec des feedbacks. Donc, depuis les années qu'on a Outlook et puis qu'on a la messagerie et puis qu'on a les réseaux sociaux, eh ben, ils ont nouveau ce besoin de communication. Et ça, c'est très intéressant pour nous parce qu'à quelque part, finalement, en tant qu'être humain, on a besoin de cette interaction humaine. Et c'est pour ça que ce n'est même pas le télétravail qui sont en plus en recherche. Mais on est aussi face à la 4e révolution industrielle qui a commencé avec la digitalisation et qui aujourd'hui est d'humaniser la technologie. Donc il y a quand même un certain nombre de changements qui sont en train de se passer et c'est ce qui nous amène à un marché de travail plus tendu. Parce que les collaboratrices, collaborateurs, candidats choisissent plus. C'est un effet transgénérationnel, toutes les générations confondues. On ne doit pas penser que les plus anciens ou les plus jeunes, il y a une différence. Et en tant qu'RH, nous sommes quand même au cœur de ces changements. En fait, l'IA, elle arrive quand même à grands pas. Donc, c'est aussi après de voir qu'est-ce qu'on en fait. Donc, je dirais même à une vitesse fulgurante, parce qu'on en parle maintenant tous les jours de plus en plus. Et c'est pour ça que pour moi, ma vision, c'est l'humain avant tout. Ça prend tout son sens. Parce que je vois quand même que l'humain, le créateur, comme le grand créateur, parce qu'il peut inventer en partant de rien, uniquement avec son intuition. Il y a même des économistes qui font des choix par rapport aux actions ou des obligations, par rapport à l'instinct. Après, ils vont naturellement analyser parce qu'on est quand même rationnel, mais il y a beaucoup de choses qui se passent de l'instinct. Et il y a l'exécuteur, ou une IA, l'exécutrice. Et puis, donc là, parce que l'IA, elle va devoir, pour inventer quelque chose qui n'existe pas, elle va prendre des choses connues, des choses existantes. Donc, on peut vraiment, si on fait vraiment cet équilibre entre l'humain et la machine, on peut trouver vraiment un sens à tout ça. Et puis, c'est comme ça que finalement, on va tout évoluer tous ensemble et puis profiter de tout ce qu'on a à disposition. Donc, pour répondre à la question de mon intervention, si nous voulons assurer une économie prospère pour le futur, et puis motiver les collaboratrices, les collaborateurs à partager leur savoir-faire et leur savoir-être, c'est ça, c'est-à-dire qu'à quelque part, on doit avoir une attitude de l'entreprise pour qu'ils veulent partager. Parce qu'ils ont parfois énormément de connaissances et de savoir,
et qui gardent pour eux parce qu'ils sont parfois, ils ont peur pour leur place ou bien ils sont pas sûrs parce qu'il y a des différences de génération. Donc c'est de ramener cette sérénité en entreprise. C'est ça un petit peu mon objectif parce que j'ai créé justement l'Académie de l'ancrage. C'est pour ramener de la sérénité, du bien-être en entreprise et de la confiance en soi et pour que toutes les générations puissent travailler ensemble sans avoir peur qu'une ou l'autre, elle va évincer l'autre. Et puis voilà, je vous remercie pour votre attention.